Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 8 mars et voici le sommaire. La Journée internationale des droits de la femme a cette année pour thème l'égalité des sexes pour un avenir durable. Vous verrez dans quelques instants le lien qui relie ces deux thématiques, les femmes et l'environnement, avec le délégué interministériel pour le droit des femmes, Céline Cotalorda. Elle nous fera également un point sur la condition féminine à Monaco. Depuis 2017, Monaco Tech, cet incubateur de start-up, apporte son soutien à la création de projets innovants. 6 nouvelles entités viennent d'intégrer la structure au mois de janvier. Nous vous présenterons 2 d'entre elles. À l'approche des différentes courses automobiles dans Monaco, comme le e-Prix, le Grand Prix historique et bien sûr le Grand Prix de F1, eh bien une partie du circuit se refait faire une beauté. C'est ce que vous verrez dans un reportage. Et enfin, toujours à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, la responsable du patrimoine de la SBM nous dressera le portrait d'une femme exceptionnelle à l'origine de la création de Monte-Carlo au XIXe siècle, Marie Blanc. Mais avant de développer ces titres, nous débutons ce journal avec un premier point sur l'actualité. 4 nouveaux ambassadeurs viennent d'être accrédités. Bonsoir Christinda. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Effectivement, de nouveaux ambassadeurs pour l'Australie, la Hongrie, l'Égypte et l'Ukraine. Aujourd'hui, Isabelle Béraud-Amadei, le ministre des Relations extérieures et de la coopération, a reçu lors d'un déjeuner organisé à l'hôtel Hermitage les ambassadeurs Gillian Elizabeth Bird, Georges Hasbour-Lorraine, Ala Eldin Zakaria Youssef et Vadim Omelchenko. Ces diplomates avaient remis un peu plus tôt dans la matinée leur lettre de créance au prince souverain. Entre le conflit en Ukraine et la Journée internationale des droits de la femme, le Stars and Bar a organisé ce mardi une collecte, mais aussi un stand-up symbolique pour soutenir les femmes ukrainiennes. Intitulé Monaco Stand Together, cet événement consistait à rendre hommage aux femmes fortes et courageuses ukrainiennes, aux mamans qui tentent de fuir le pays avec leurs enfants, aux femmes qui prennent les armes pour défendre leur pays, aux grands-mères qui, malgré leur âge, tentent de protéger leur famille, à toutes ces femmes ukrainiennes qui font preuve d'abnégation, de force et, je vous le disais, de courage. De nombreuses femmes de Monaco qui travaillent ou qui vivent en principauté se sont donc rassemblées devant l'établissement pour les soutenir. Elles portaient symboliquement les couleurs du drapeau ukrainien, du jaune et du bleu, ou encore du orange, la couleur de Kate Powers, la fondatrice du Stars and Bars, décédée l'an passé et qui aurait soutenu cette cause, ou bien encore du violet, représentatif de la Journée internationale de la femme. Le gouvernement princier vient de communiquer les chiffres relatifs au dépistage avec un taux d'incidence en baisse. Effectivement, des chiffres qui sont arrêtés au dimanche 6 mars inclus. 3320 tests PCR antigéniques ont été réalisés sur des patients résidents et non résidents depuis le 28 février dernier, révélant un taux de positivité de 8,70%, soit un taux d'incidence de 422 contre 493 la semaine dernière. Merci Christinda. Le 8 mars est depuis 1975 la Journée internationale des droits de la femme. C'est l'occasion, de façon plutôt sympathique, de souhaiter une bonne fête à nos collègues féminines, des fois avec bon goût, parfois moins. Mais c'est surtout une journée pour faire un constat accablant. En France, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Autre exemple, le salaire mensuel net moyen des femmes en France était en 2019 de 16,8%, inférieur à celui des hommes. Vous comprendrez que cette journée symbolique est bien plus importante qu'elle n'y paraît. Avec nous ce soir, pour en savoir plus sur ce qui a été fait ce 8 mars à Monaco, et ce qui est fait même tout au long de l'année, la déléguée interministérielle pour le droit des femmes, Céline Cotalorda, bonsoir. Bonsoir Fabien. Le 8 mars est donc la Journée internationale des droits de la femme. À quoi sert une journée comme celle-là, très concrètement ? C'est une journée qui est encore et toujours nécessaire. Toujours nécessaire parce que c'est important de se remémorer les batailles et les droits acquis par les femmes, voir aussi quels sont les progrès réalisés en matière de droits. Et puis encore nécessaire parce qu'il y a encore du chemin à parcourir, notamment pour un accès à plus d'égalité. Et je voudrais d'ailleurs avoir aussi une pensée aujourd'hui pour toutes les femmes qui sont sur les zones de guerre et de conflit dans le monde, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Bien sûr, c'est extrêmement complexe. Quelles ont été les actions mises en place par le comité pour la promotion et la protection des droits des femmes cette année ?
Eh bien, pour ce 8 mars, nous avons choisi de mettre en avant les droits des femmes et la protection de la mer. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux communs en fait entre les océans et les femmes, notamment en termes de changement de mentalité et de la nécessité de tous se mobiliser pour ces causes. Et c'est pour ça que nous avons créé cette année une œuvre artistique collective avec Mr. Wanties, qui a invité 100 personnalités à participer à cette œuvre, dont Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain et la Princesse Stéphanie. Et cette œuvre, c'était l'occasion de rappeler que finalement tout le monde peut apporter sa petite pierre à l'édifice, que ce soit pour les femmes ou la protection des océans. Et pourquoi ce lien avec les femmes et les océans? C'est assez surprenant finalement quand on y pense. Pourquoi? Les femmes et les filles sont les premières victimes aujourd'hui des changements climatiques dans le monde. Il y a une étude de l'ONU qui a été publiée en 2020 et qui montre que 80% des déplacés sont des femmes ou des filles pour cause de changements climatiques. Donc on voulait vraiment mettre l'accent sur ce que peuvent faire les femmes et ce que peut faire l'ensemble de la population pour protéger ces femmes face au changement climatique. L'IMSEE publie aujourd'hui même une enquête sur les femmes et la gouvernance d'entreprise. Beaucoup de femmes s'engagent dans l'entrepreneuriat ou pas assez? Qu'est-ce qui ressort de cette enquête? Non, les femmes ne sont pas encore assez présentes dans le monde de l'entrepreneuriat. Cette étude montre que les hommes restent majoritaires. C'est à peu près 28% de femmes pour 73% d'hommes inscrits au RCI cette année. Et puis, la présence des femmes est variable. Ça, c'est le deuxième enseignement. Elle est variable d'un secteur à l'autre. Il y a des secteurs assez féminisés, tout ce qui va toucher au commerce de détail, à l'administration, la santé, le social, où là on atteint quasiment les 40%. Et puis des secteurs au contraire très peu féminisés, c'est le cas des activités financières et d'assurance. Et le troisième constat qui ressort de cette étude, alors c'est une lueur d'espoir, c'est que sur toutes les créations d'entreprises en 2021, dans le secteur du commerce de détail, eh bien, une personne sur deux inscrite aujourd'hui est une femme. Est-ce que le droit des femmes est globalement respecté à Monaco selon vous? Alors le droit des femmes à Monaco existe depuis de nombreuses années. Il y a un arsenal juridique qui est quand même très complet, que ce soit en matière d'égalité ou en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a déjà beaucoup de lois qui ont été votées, mais c'est aussi un droit évolutif qui s'adapte à l'évolution de la société. En 2021, par exemple, le Conseil national a voté une loi pour la requalification des agressions sexuelles et on a également un projet de loi à l'étude sur l'abrogation des dispositions obsolètes, tout ce qui est obsolète ou archaïque dans le droit monégasque. Mais j'ai envie de dire que le droit c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Le droit malheureusement ne peut pas tout et ce qu'il faut aujourd'hui c'est faire encore évoluer les mentalités. C'est ce qui est aussi le plus long, qui prend le plus de temps et c'est pour ça qu'il faut continuer à agir pour la cause des femmes, pour avoir une société plus égalitaire, plus juste et surtout qui sera bénéfique à tout le monde. Et quels sont pour le coup les axes de travail pour que la condition féminine s'améliore à Monaco? Eh bien, comme je vous disais, il y a un certain nombre de projets de loi actuellement à l'étude. Et puis après, c'est beaucoup également de sensibilisation pour faire évoluer les mentalités, que ce soit au travers de campagnes de communication que nous faisons ou au travers également des actions portées par la journée des droits des femmes. Et puis, nous avons aussi des actions vis-à-vis de la jeunesse, puisque l'éducation, que ce soit à l'égalité ou au respect de l'autre, se décide dès le plus jeune âge et c'est important de sensibiliser la jeunesse. Donc un axe de travail vers la jeunesse sans aucun doute. Très bien. Céline Cotalorda, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous pour votre invitation. La Principauté, depuis 2017, apporte son soutien à la création de projets innovants par le biais de son incubateur de start-up Monacotech. 6 nouvelles entités viennent d'intégrer la structure au mois de janvier. Quels en sont les avantages ? Comment s'y développer? Alexandra Pani et Alexandra Marangoni sont allés à la rencontre de 2 de ces 6 nouvelles startups.
Carlo, Ustock, Orbital Solutions, des noms qui vous sont sûrement familiers aujourd'hui. C'est ici que sont nées ces jeunes entreprises monégasques au sein de Monacotech. 6 petits nouveaux viennent tout juste d'intégrer le programme début janvier. L'incubateur et accélérateur de start-up a été fondé en 2017 et accueille actuellement 12 start-up. On leur a fait un programme de formation intensive, j'ai envie de dire, pendant 7 semaines, au terme duquel elles nous ont présenté leurs avancées. Ils ont eu l'occasion de remettre à plat leur business model, leur projet, pour pouvoir continuer le parcours chez Monacotech. 3 projets dans la medtech, 1 dans la green tech et 2 dans le digital. Un lieu pour développer son entreprise, mais aussi pour tisser son réseau. Jean-Nicolas Vincenti a créé en 2020 une application permettant de réduire le stock de produits de santé périmés. Monacotech permet à ces jeunes entrepreneurs de partager leur expérience et trouver des synergies. Ça m'a permis de bien structurer mon activité. Voilà. L'équipe Trimeds aussi dispose de bureaux, donc à côté de Coraliotech et Novatech Surgery, donc dans un espace de coworking. Donc c'est vrai qu'on rencontre immédiatement en fait tout un tas de startups où on peut partager nos idées. Inodip est-elle une application qui permet de détecter et suivre des cancers par l'intelligence artificielle? Nous sommes intéressés par les bien-être citoyens, donc pour nous c'est l'environnement idéal pour développer notre projet. Concrètement, en fait, on a tout le réseau, l'accès aux contacts nécessaires facilement, que ce soit sur les plans de santé, le responsable de santé et tout, que ce soit aussi au niveau administratif. Et là, il faut dire que ça se passe l'administration, les services administratifs en fait sont en phase avec les besoins du start-upper, donc avec une certaine rapidité qui aide beaucoup à la mise en place de nos projets. Si vous êtes vous aussi séduit par cette aventure, un nouvel appel à candidature est prévu pour le mois d'avril. Les startups sélectionnées intégreront ensuite la structure au mois de septembre. Le printemps sera marqué par 3 compétitions automobiles dans les rues de Monaco. La première, le 30 avril, il s'agira du e-Prix. Les préparatifs ont donc déjà débuté, comme vous le voyez sur ces images, et notamment l'installation des tribunes. Et pour rester dans l'esprit des courses, place à un reportage consacré à l'asphalte et aux enrobés. La campagne annuelle a débuté le 28 février. Elle permet à la principauté de disposer d'un réseau de voies urbaines particulièrement entretenu. Reportage de Sandrine Nègre. Nous sommes avenue des Spélugues, précisément au niveau de la fameuse épingle du Fairmont. C'est ici que la réfection des enrobés se déroule selon 2 phases importantes. La première implique le rabotage de la partie supérieure de la route et la seconde, la pose de la couche d'asphalte pour une reconstitution de la chaussée. Et bien sûr, comme on le sait, avec l'approche du Grand Prix, donc le Grand Prix historique, le Grand Prix électrique et de F1 qui ont lieu prochainement, il y a une campagne de réfection qui a lieu très tôt dans l'année avec une première étape de préparation qui consiste finalement surtout sur la piste. On vient enlever les tampons, on vient abaisser les bouches à clé avec les concessionnaires. On en profite bien sûr pour réfectionner les caniveaux, les bordures les plus endommagées. On enlève le mobilier urbain. Et on réalise enfin, pendant la période actuelle, 2 semaines et demie environ, des travaux de nuit. Des travaux donc réalisés de 20h à 6h sur les zones concernées pour 2 raisons. La première qui est bien sûr évidente, c'est la fréquentation qui est bien moindre de la route, mais également une contrainte technique, car il faut savoir que les enrobés sont appliqués à une température qui avoisine les 150 degrés. Et pour garantir cette application, il est difficile de le faire de jour avec les embouteillages qu'il y a entre la centrale et la principauté. On a l'habitude de réaliser à minima la réfection d'un tiers du circuit Grand Prix. Cette année est un peu particulière car on a doublé, on est à 2 tiers au regard des opérations publiques. Au même moment, à quelques mètres de là d'ailleurs, une opération de rabotage se déroule sous le tunnel Louis II. Preuve que de nombreuses parties sont concernées par les enrobés. Allée des stands quai Albert Ier, route de la Piscine, avenue d'Ostende, rue Grimaldi, sans oublier des parties non liées au circuit de Formule 1, comme les rues Bellevue et Respiro.
Je vous le rappelle, le coup d'envoi pour ces courses automobiles dans Monaco le 30 avril avec le e-prix. Toujours dans le domaine sportif, une belle prestation, Chrisinda, au championnat du monde pour la Fédération monégasque de gymnastique. Effectivement, Fabien, une très belle participation même du trio monégasque pour son premier championnat du monde de gymnastique par tranche d'âge à Bakou. Les championnats du monde de Bakou sont terminés pour nos deux équipes monégasques. Le dimanche 6 mars, les gymnastes Ninon Ginola et Louane Mariette ont tout tenté pour s'immiscer dans une finale mondiale et se classent ainsi à la 10e place des nations, à 2 places de la finale. À l'occasion de ce 8 mars, mettons à présent en lumière un équipage 100% féminin qui a représenté une association monégasque lors d'un rallye. La Woman and Man Aventura Cup est la première édition d'un rallye 4x4 à la fois féminin et mixte organisé dans les déserts de Sulatana d'Oman au départ de Muscat. Un rallye qui vient de s'achever et qui s'est déroulé durant le mois de février. Un duo féminin de Monaco y participait. L'équipage aux couleurs de la principauté courait pour l'association Monaco Liver Disorder, la seule association monégasque qui représente toutes les maladies rares du foie de l'enfant. Manal Faxel et Cindyeli Wade ont finalement remporté la seconde place dans la catégorie 100% féminine du rallye 4x4. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a été élu Orchestre de l'année par Radio Classique. Oui Fabien, la semaine dernière s'est tenue à Paris la cérémonie de remise des prix de la 3e édition des trophées Radio Classique. À cette occasion, le prix de l'Orchestre de l'année a été remis à l'OPMC et à son chef Kazuki Yamada, un trophée qui récompense le travail réalisé par le directeur artistique et musical avec le concours bien sûr de tous les musiciens de l'OPMC. L'excellence toujours plus haute des concerts proposés a été mise en avant, un fait qui s'explique aussi grâce aux retransmissions de certains des concerts de l'OPMC sur Radio Classique qui voient ses audiences toujours plus élevées, que ce soit au niveau régional que national. Merci Chrisinda, on vous retrouve pour la météo. Le temps de recevoir notre deuxième invité. Nous avons parlé précédemment de la Journée internationale des droits de la femme avec Céline Cotalorda. Nous allons recevoir maintenant la responsable du patrimoine de la SBM pour vous présenter une femme d'exception qui a marqué la principauté, Marie Blanc. Nous sommes donc avec Charlotte Lubert. Bonsoir. Oui, bonsoir Fabien. Vous avez donné à l'occasion de la Journée de la femme 2 conférences sur Marie Blanc. Rappelez-nous qui était Madame Monte-Carlo, comme on l'appelait. La Lady Monte-Carlo. Écoutez, au départ, une femme très modeste qui, de par son mariage avec François Blanc, l'ancien concessionnaire des Jeux de Baden-Bourg, a fait fortune et a beaucoup investi en œuvres caritatives, mais aussi en constructions diverses, en art et en culture à Monaco. Donc on lui doit beaucoup sur la principauté. C'était donc à la base une domestique de François Blanc lorsqu'il développait le commerce des jeux dans une ville en Allemagne. Elle était toute jeune, 14 ans, c'est ça ? 15 ans, elle est rentrée à son service à l'âge de 15 ans comme gouvernante des enfants de sa première union. Donc Camille qui sera le prochain directeur des jeux après la mort de Marie Blanc, et Charles. Comment est-elle passée de personnel de maison à femme de François Blanc, le fondateur de la Société des Bains de Mer ? En fait, il l'a un petit peu courtisée et il a été séduit par son intelligence, sa vivacité d'esprit et il a voulu lui donner une éducation un peu plus poussée. Il lui a offert pendant 4 ans des cours de maintien, de conversation, de culture générale à Paris dans un internat pour filles. Et il avait l'intention effectivement de l'épouser. Une fois veuf, il a eu l'intention de l'épouser. C'était une vraie histoire d'amour ? Elle a 21 ans quand elle l'épouse et lui, il en a quand même 27 de plus. Donc, je ne sais pas si on peut parler d'amour, mais c'est vrai qu'il y a eu cette relation. Elle a été son imaginaire. Elle a joué le rôle, de collaboratrice. L'un sans l'autre, ça ne pouvait pas marcher. Un rappel, comment François Blanc et Marie Blanc sont passés de cette ville en Allemagne, Hombourg, à Monaco ? Alors, les jeux étaient interdits en France depuis 1836 et ça allait le devenir en Allemagne. François Blanc regardait ce qui se passait en principauté où, effectivement, on réfléchissait à une potentielle société. Il y a eu 3 tentatives avant François Blanc de Société des Bains de Mer et du coup, il regardait de loin ce qui se passait.
Et sa femme, Marie, l'a poussé à venir voir ce qui se passait réellement à Monaco. Elle pensait qu'il y avait un potentiel énorme qui pouvait être fait en principauté. Et donc, François Blanc faisait partie d'un cercle hyper sélectif à Paris où il côtoyait le duc de Morny, les frères de Rothschild et le prince Charles III. Et c'est avec ce dernier qu'il a, on va dire en backup, négocié la reprise potentielle de la Société des Bains. Quels étaient les traits de caractère de Marie Blanc? Alors, on va dire assez dépensière, mais dépensière dans le bon sens en fait, parce que finalement toutes ces actions, elle les a fait avec son cœur. Donc elle a fait financer une partie des travaux de la cathédrale, la chapelle Saint-Dévote, le lycée, le futur lycée, donc le collège des Jésuites, mais aussi des bonnes actions pour les nécessiteux. Elle a aussi œuvré dans la partie culturelle et artistique de Monaco. Donc finalement, assez généreuse, tout en dépensant. Elle dépensait un petit peu sans compter, effectivement. Qu'est-ce que, selon vous, Marie Blanc a concrètement apporté à la principauté? Une de ses plus belles œuvres, c'est quand même l'Opéra Garnier, les Jardins des Boulingrins, la décoration de l'Hôtel de Paris, le premier café de Paris, dans le Café Divan, une des salles de jeu du casino. La cave aussi, donc, je crois, la cave de l'Hôtel de Paris, non? Les caves de l'Hôtel de Paris, effectivement, oui, qu'elle a construites avec ses deniers personnels, puisque ça avait été oublié lors de la construction de l'hôtel. Oui. Charlotte Lubert, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et comme je vous l'ai dit, une autre femme d'exception, en tout cas c'est un sacré personnage, ça je peux vous le dire. Christine Tomel, vous allez nous présenter la météo. Si seulement, Fabien, vous pouviez me dire cela tous les jours et non pas seulement le 8 mars. Alors mercredi, le temps se partagera entre le gris et le bleu. Un temps couvert l'après-midi, plus dégagé dans la matinée. Un temps toujours frais du côté des températures, comptez 11 degrés pour les maximales et 3 degrés pour les minimales. Le soleil se lèvera à 6h52 et se couchera à 18h29. Demain, nous fêterons les Françoises. Bonne fête à toutes les Françoises donc. Les photos du jour, avant de clore ce journal. En ce 8 mars, nous voulions terminer cette édition en mettant en lumière les femmes de l'ombre qui œuvrent pour le bon fonctionnement de la chaîne et de la direction de la communication, comme par exemple les attachés de presse, le service des réseaux sociaux, mais aussi dans le domaine administratif. Ce sont des photos prises par Manuel Vitali et Stéphane Dana. Ce journal est terminé, on se retrouve demain, même heure. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.